Bonjour à tous, bienvenue dans cette session des GECO sur les impôts locaux. Donc, je suis Aurélien Baillon, enseignant-chercheur à EM Lyon Business School, et aujourd'hui j'agis ici comme modérateur. Donc, nous allons parler de fiscalité locale, qui représente plus de la moitié des ressources de fonctionnement des collectivités territoriales. Donc, la fiscalité locale joue un rôle déterminant dans le financement des services et des équipements publics de proximité. Mais au cours de ces 20 dernières années, il y a eu de nombreuses transformations assez radicales, comme la suppression de plusieurs impôts locaux. On a tous entendu parler, par exemple, de la taxe d'habitation. Donc ces réformes ont-elles réduit l'autonomie des collectivités? Et le modèle français est-il en train de passer d'un système qui était une fiscalité locale ancrée dans les territoires vers un système maintenant d'une fiscalité nationale qui est simplement affectée aux localités? Donc, est-ce que aussi ce nouveau système va permettre de répondre aux enjeux? On parlera aussi des enjeux de transition climatique. Donc aujourd'hui, nous allons débattre avec deux élus et deux chercheurs. Nous avons le plaisir d'accueillir donc Madame Christine Arrigui, qui est députée Europe Écologie Les Verts de la 9e circonscription de Haute-Garonne. Monsieur Yves Nicolin, qui est maire de Roanne et président de Rouennais Agglomération pour les Républicains. Madame Sonia Paty, professeure d'économie à l'Université Les Lumières Lyon 2. Et monsieur Thierry Madiès, professeur à l'Université de Fribourg en Suisse. Donc nous allons commencer avec un constat avec monsieur le maire, puis ensuite on ira un peu plus dans les chiffres avec notre économiste local Sonia Paty. Et ensuite on verra un cas complètement différent, celui d'une confédération, la Suisse, pour finir avec une proposition de résolution qui a été portée à l'Assemblée nationale par madame la députée. Et donc tout cela, ça devrait nous amener à peu près dans une heure, au moment où il y aura la possibilité pour vous de poser des questions. Ah oui. Et vous pouvez voir, voilà, je voulais vous diffuser donc le numéro auquel vous pouvez poser des questions. Dans la salle ou en ligne, vous pouvez poser vos questions au numéro le 07 67 99 79 57. Donc nous répondrons à toutes ces questions à la fin, dans une heure. Donc, nous allons commencer maintenant avec monsieur le maire. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Nicolin, maire Les Républicains de Roanne, et président de Rouennais Agglomération. Roanne, c'est 35 000 habitants et pour la ville, et l'agglomération a 102 000 habitants. Les diapositives ne... Voilà. Donc voilà, une petite photo de la ville de Roanne quand même, et aussi une photo de l'agglomération qui est en partie rurale, avec ici un des petits villages de l'agglomération. Donc vous avez été élu pour la première fois en 2001 et vous en êtes aujourd'hui à votre troisième mandat non consécutif, et vous avez été parlementaire pendant 24 ans, ce qui vous donne à la fois une vision locale et nationale des finances publiques. Donc la première question: quand vous comparez la situation actuelle à ce que c'était quand vous avez été la première fois élu maire en 2001, qu'est-ce qui a le plus changé en termes de financement, de marge de manœuvre? Et beaucoup de choses ont changé effectivement durant cette période parce que, il faut être honnête, au début des années 2000, les collectivités avaient du gras. Elles avaient des moyens de se financer parce que, d'abord, il faut savoir que la Constitution prévoit donc une autonomie en ce qui concerne les collectivités pour leur gestion. Les recettes des collectivités, en particulier donc des communes, sont essentiellement portées par l'impôt local, bien évidemment, on l'a évoqué. Alors à l'époque où nous avions une taxe d'habitation, une taxe foncière, des taxes concernant les entreprises, y compris sur les transports publics avec ce qu'on appelait donc le versement transport qui est devenu le versement mobilité. Et puis aussi nous avions donc des dotations de l'État qui étaient importantes et par ailleurs donc des recettes propres. Quand vous allez au théâtre, à la piscine, à la patinoire, vous payez votre droit d'entrée. Lorsque vous voulez refaire votre trottoir, vous payez une prestation qui est faite par la collectivité. Et donc, on avait grosso modo donc, des recettes qui étaient vraiment à ce niveau-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, par rapport à nos dépenses de fonctionnement, nous n'avons plus qu'environ 30% de l'ensemble 50% de nos dépenses de fonctionnement sont financées par l'impôt, c'est-à-dire le remplacement de la taxe foncière ayant disparu, il ne reste plus que la taxe d'habitation ayant disparu, il ne reste plus que la taxe foncière. Mais ça représente plus que 30% de nos recettes totales
par rapport à nos dépenses globales, investissement et fonctionnement. Elles étaient dynamiques hier parce que vous construisiez des immeubles, vous aviez des habitants supplémentaires, vous aviez des recettes supplémentaires. Elles ont été donc remplacées, en tout cas la taxe d'habitation, par une dotation qui, elle, a perdu de son dynamisme, même si jusqu'à présent, elles étaient relativement compensées avec un taux qui compensait l'inflation. Aujourd'hui, nous sommes effectivement très inquiets de voir que ces dotations ne vont plus suivre donc l'inflation. Et c'est pour nous donc une recette qui perd de son dynamisme. La taxe foncière, elle est payée uniquement par les propriétaires. Et ce sont déjà dans beaucoup de collectivités donc des impôts qui sont assez lourds. Et en tout cas, en ce qui me concerne, nous avons toujours pris la décision de ne jamais toucher donc aux taux d'impôts locaux, considérant que nous étions là pour faire avec ce dont nous avions besoin, mais surtout les dotations que nous avions, et qu'il était hors de question d'aller piocher dans la poche du contribuable pour aller chercher donc de l'argent. Et puis, les dotations de l'État, elles ont changé radicalement en 2014 avec le gouvernement Valls, où ce dernier a décidé donc non seulement de ralentir l'augmentation de ces dotations, mais de les diminuer. Et pour une ville comme Roanne, qui est une ville moyenne, qui compte 37 000 habitants, c'est une perte depuis 2014 chaque année qui est équivalente à plus de 3 millions d'euros. Donc c'est colossal dans un budget qui, au total, en compte 70, 80 selon les années. Et c'est que l'équivalent d'environ 30 millions d'investissements qui ne se font plus sur les mandats. Et donc ça, c'est pour nous donc, une vraie pénalité. Depuis, les choses se sont stabilisées. Par contre, on voit bien que dans la discussion budgétaire actuelle, nous risquons à nouveau d'avoir des dotations donc, qui baissent. Non pas qu'elles baissent de façon globale, mais la répartition de ces dotations, avec des critères qui quelquefois nous échappent, voire sont totalement injustes, vont donc pour certains d'entre nous donc être réduits. Les calculs que nous venons faire, par exemple pour l'agglomération que je préside, c'est 3 200 000 euros de moins que l'année dernière en fonctionnement. Donc c'est colossal, c'est quasiment l'équivalent d'une centaine d'emplois qu'il faudrait supprimer. Et nous n'avons aucune possibilité de supprimer des emplois comme dans une entreprise avec un plan social, puisque nous avons donc essentiellement des fonctionnaires qui donc sont inlicenciables. Donc nous ne pouvons compter que sur des départs à la retraite ou des départs naturels pour pouvoir ajuster notre masse salariale. Aujourd'hui, il faut voir que dans chacune de nos collectivités, la masse salariale représente près de 60% de nos dépenses donc, de fonctionnement. Et donc c'est notre principale dépense. Donc si nous ne serrons pas nos dépenses de fonctionnement, nous ne pourrons plus arriver à investir. Dans une ville comme Roanne, vous avez environ, comme je vous le disais, 80 millions d'euros d'investissement. Nous investissons entre 25 et 30 millions d'euros chaque année. La différence, ce sont des dépenses de fonctionnement. Donc ces dépenses de fonctionnement pour faire vivre nos bâtiments, pour bien évidemment rémunérer nos collaborateurs dans les écoles, les ATSEM, les emplois dans les espaces verts, le nettoyage urbain, etc. Mais donc c'est très important d'avoir des finances pour lesquelles on est sûr. Puis on est surtout dans une incertitude aujourd'hui où pas de budget, pas de règles. Donc ça, c'est très important lorsqu'on sait que certes, nous avons la possibilité de voter nos budgets jusqu'au 31 mars prochain, mais que dans beaucoup de collectivités comme chez nous, nous votons notre budget avant la fin du mois de décembre. Et donc, alors, quelles sont les sources de financement qui restent encore à votre disposition? Alors, les sources de financement, c'est d'augmenter les tarifs. Peut-être devrons-nous ajuster nos tarifs de piscine, de culture ou d'autres. Et puis, c'est d'aller chercher d'autres types de ressources. Par exemple, depuis 2014, l'agglomération de Roanne a créé, donc sur ma proposition, une société d'économie mixte pour produire de l'énergie renouvelable. Lorsque j'ai été élu en 2014, j'ai vu arriver beaucoup d'investisseurs privés qui voulaient faire du photovoltaïque, qui voulaient faire de l'éolien, parce que nous avions un potentiel. Et je me suis dit que tout compte fait, si nous le faisions nous-mêmes, peut-être que ça serait un investissement qui serait rentable. Moi, je fais partie de ces libéraux qui considèrent que l'énergie et l'eau doivent rester dans le giron public. Donc, j'ai créé une société d'économie mixte
Et aujourd'hui, nous produisons notre propre énergie et nous sommes les seuls en France d'ailleurs à avoir une SEM qui a un mix énergétique quasiment complet. Nous avons aujourd'hui en fonctionnement, d'ailleurs c'est le seul parc éolien de France qui n'a subi aucun recours judiciaire, aucune contestation. Il est sur la côte rouennaise. Nous avons 6 éoliennes qui produisent l'équivalent de la consommation de 20 000 habitants. Nous avons plusieurs parcs fermes photovoltaïques et nous venons de lancer un grand programme dans la géothermie profonde parce que nous voulons aussi donc développer en particulier du réseau de chaleur et de la turbination donc, pour pouvoir produire de l'énergie. Donc ça, ce sont des recettes pour demain. Nous avons beaucoup investi. Les éoliennes, c'était 31 millions d'investissements. Notre programme, je dirais photovoltaïque, nous avons 10 millions d'investissements. Notre programme géothermique, nous allons avoir 110 millions d'investissements. On amortit tout cela, on emprunte bien évidemment, mais ça nous laisse, ce que ça laisse d'ailleurs à des promoteurs privés, je dirais un bénéfice. Et ce bénéfice, eh bien, comme c'est une société d'économique 100% publique, 80% capitaux de l'agglo et 20% donc le fonds régional OSE, eh bien les dividendes seront remontés à l'agglomération à hauteur de 80%, qui permettront de financer de nouvelles actions. Donc, et ça, c'est une nouvelle source de financement. Et puisque je profite de la présence de Mme Arrigui, faites en sorte, j'ai été parlementaire, mais faites en sorte que nos collectivités puissent investir dans des entreprises. Si l'État veut nous réduire les moyens qu'elle nous donne, la seule secteur dans lequel une collectivité peut aujourd'hui investir et devenir elle-même avoir une société, c'est l'énergie. Mais demain, nous pourrions, pourquoi pas, aider des entreprises locales qui déposent des brevets, les aider à les financer et ainsi de m'attirer des bénéfices pour notre propre fonctionnement. Donc ça aussi, il faut ouvrir des portes. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que l'État fasse des économies. Je suis prudent quand il souhaite les faire sur le dos des collectivités, surtout quand il les justifie en disant que nous concourons au déficit, ce qui n'est pas vrai. Mais par contre, il faut nous permettre de trouver de nouveaux moyens. Et parmi ces nouveaux moyens, c'est de pouvoir mettre de l'argent, devenir actionnaire de certaines sociétés qui peuvent être demain prometteuses. Et les contraintes que vous avez, est-ce que ça vous oblige quand même à faire certains choix, par exemple Bien sûr. On est obligé de faire très attention à nos dépenses de fonctionnement. On l'a fait déjà depuis longtemps pour pouvoir justement financer nos investissements. Mais il n'est pas improbable que demain, nous allons réduire nos services. Peut-être que nous ferons moins d'actions dans tel ou tel domaine. Peut-être que nous fermerons certains services à la population. Parce qu'à un moment donné, si nous n'avons plus les moyens de les entretenir de façon qualitative, autant les arrêter. Ça fait partie des options qui sont sur la table. Tout dépendra du niveau d'effort qui nous sera demandé. Et concrètement, quel type de service? Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, nous avons des compétences obligatoires, ça on se doit de les assumer. Je donne un exemple que je vous citais tout à l'heure. Nous avons des équipements sportifs. Autant les collectivités ont une obligation d'apprendre aux élèves à nager, autant nous n'avons aucune obligation de leur fournir une patinoire. Nous avons à Roanne une patinoire. Peu de communes de notre taille ont une patinoire. Le déficit, avec la crise énergétique, est passé de 500 000 à 1 million d'euros. Demain, je ferme la patinoire, je gagne 1 million. Je ferai tout pour éviter cela. Mais si nous sommes contraints à réduire nos dépenses, nous devrons aller vers des sujets qui ne sont pas des compétences obligatoires et qui ont un intérêt général plus faible que d'autres actions qui ont un intérêt général plus fort. J'aurais une dernière question pour vous. Donc vous êtes à la fois maire et président d'agglomération. Est-ce que ça, c'est une source de gaspillage? C'est-à-dire, on a encore parfois on parle de millefeuille administratif, ou est-ce que c'est une source d'efficacité? Enfin, comment il faut le voir, ces différents Alors niveaux? que nous ayons des strates trop importantes dans notre pays, certainement. La situation des départements aujourd'hui est tellement inquiétante qu'on ne voit pas d'autre issue que la disparition des départements. Les départements aujourd'hui traitent toutes les affaires sociales, mais demain, qui les prendra? Ce n'est pas parce qu'on va faire disparaître des départements qu'on va faire disparaître les actions et les dépenses qui vont avec. Donc il faudra bien qu'il y ait d'autres collectivités qui se répartissent. Donc demain, si on devait réduire le nombre de strates, le reste, avec peu peut-être d'économies d'échelle. Mais si vous voulez, je compare un petit peu nos collectivités. Moi, je vois la ville, l'agglomération. Nous avons, par contre, le distinguo entre une ville et une agglomération, nous avons des compétences qui sont très claires. Ce que fait l'agglomération, la ville ne peut plus le faire. Elle ne le fait pas. Et ce que fait la ville, l'agglomération ne peut pas le faire.
puisque c'est hors de ses compétences. Ce qui est gênant dans le millefeuille que nous avons, c'est que vous avez des collectivités, je pense à la région, qui a des compétences que nous avons aussi au niveau de l'intercommunalité. Le département qui mène des compétences que nous avons aussi sur le plan communal. Par exemple, le social, il est vraiment réparti entre la commune, voire même une partie de l'intercommunalité, et le département. Faisons en sorte peut-être de clarifier les compétences avant de parler de millefeuille. Mais entre la ville et l'agglomération, si vous voulez, c'est comme une entreprise qui aura un service production et un service administratif, par exemple. Et ce n'est pas parce que vous avez deux services que vous allez dépenser plus d'argent. Je pense que chaque collectivité doit faire très attention à ses dépenses, doit bien évidemment chasser les dépenses qui peuvent paraître les moins intéressantes sur le plan de l'intérêt public, et oser aussi, à un moment donné, peut-être dire stop. Mais je ne suis pas sûr que le millefeuille, administratif, soit source de dépenses. Vous savez, quand on regarde la courbe de l'évolution de la dette de l'État et des collectivités, celle des collectivités, depuis 30 ans, elle reste au même niveau. Elle n'a pas évolué. Celle qui s'envole, c'est l'État. Et pourtant, l'État a transféré beaucoup de compétences aux collectivités. C'est-à-dire que s'il n'avait pas transféré de compétences, la dette des collectivités aurait diminué et celle de l'État aurait encore plus augmenté. Donc la mauvaise gestion, il peut y en avoir de façon occasionnelle, mais la mauvaise gestion, elle n'est malheureusement pas dans les collectivités locales. Merci. Donc nous allons passer à notre deuxième intervenante, Sonia Paty, professeure d'économie à l'Université Lyon 2 et chercheur au groupement d'analyse et de théorie économique Lyon-Saint-Étienne. Donc Sonia, vos travaux se situent à la croisée de l'économie publique et de l'économie politique, et vous étudiez les déterminants et les effets et les effets des politiques publiques locales. Dans vos recherches précédentes, par exemple, vous avez aussi étudié le lien entre les catastrophes naturelles et leur impact sur les budgets municipaux et sur la réélection des maires. Donc j'ai oublié de demander à Monsieur Nicolin si il avait une catastrophe naturelle, parce que pour savoir si vous allez être élu, Madame Sonia Paty a des recherches sur ce sujet-là. Voilà. Donc pour l'instant non, d'accord. Donc Madame Paty, donc vous êtes enseignante chercheuse. Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ces questions de finances publiques locales? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'ai réalisé une thèse il y a longtemps déjà, en 2000, à l'Université de Lille, sur les choix budgétaires, les choix fiscaux des collectivités locales. Donc il s'agissait ici d'essayer de déterminer les choix fiscaux des communes, ce qui guidait les choix fiscaux des communes, les comportements de concurrence entre les communes. Et depuis cette thèse, je continue à m'intéresser au budget des collectivités locales. Plus particulièrement, récemment, je m'intéresse à l'implication des citoyens dans la décision publique locale, comment réenchanter la démocratie. Et puis, comme vous l'avez dit, donc je m'intéresse également à l'impact des catastrophes naturelles sur les budgets des municipalités françaises. Je vais vous passer... Ah oui. Donc, quand on parle de collectivité territoriale, on pense spontanément donc aux communes, mais alors quelles sont les autres structures concernées? Oui, alors une petite définition pour démarrer. Une collectivité territoriale, c'est une entité publique qui est dotée d'une assemblée délibérante élue au suffrage universel. Donc ça, c'est pour la définition générale. Donc vous avez ici sur ce schéma les différentes catégories de collectivités territoriales. Donc évidemment les communes, les départements et les régions. Alors la spécificité des communes, c'est qu'elles disposent d'une clause générale de compétences, alors que les départements et les régions disposent de compétences qui sont listées par la loi. Alors, vous avez aussi les collectivités à statut particulier qui sont précisées sur ce schéma, et puis les collectivités d'outre-mer. Alors, ici n'apparaissent pas les intercommunalités ou les établissements publics de coopération intercommunale, parce que les établissements, les EPCI, donc les intercommunalités, au sens strict, ne sont pas des collectivités territoriales, mais ce sont des établissements publics qui sont créés par des collectivités territoriales pour exercer des compétences en commun. Donc, par exemple, la métropole de Lyon, c'est une collectivité territoriale, mais à statut particulier. Et donc, le sujet du jour, c'est l'indépendance financière. Alors, comment ont évolué les recettes fiscales locales ces dernières années?
Oui, pardon. En fait, oui. donc là, on voit les différents niveaux de collectivité en France. Donc, ce fameux millefeuille territorial, donc avec les 18 régions, les 101 départements, les presque 35 000 communes, et puis ce niveau de collectivité, ce niveau intercommunal avec 1250 établissements publics de coopération intercommunale avec des statuts juridiques assez différents selon le niveau d'intégration, c'est-à-dire selon les transferts qui ont été réalisés des compétences des municipalités vers les intercommunalités. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, comment les dépenses totales ont évolué? Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais peu importe. Donc, vous voyez qu'ici est représenté sur cette figure le montant des recettes totales des collectivités territoriales. Donc, ne sont pas incluses ici les intercommunalités. Donc, on distingue deux périodes. Une période de 2011 jusqu'à la crise Covid, jusqu'en 2020, avec une augmentation progressive et régulière des recettes totales des collectivités territoriales. Et puis, juste après la crise Covid, on voit un effondrement des recettes totales des collectivités territoriales. Alors, pas seulement à cause de la crise Covid, mais aussi en raison des différentes réformes fiscales qui ont été votées au cours des années précédentes. Et donc, au-delà des impôts directs, alors quelles autres recettes alimentent les budgets locaux? Oui, alors pour synthétiser, ici, vous voyez apparaître sur ces deux camemberts la répartition des recettes des collectivités territoriales. Donc, il y a trois principales recettes des collectivités territoriales. Donc, la première ici, c'est la fiscalité locale, dont la part a augmenté entre 2012 et 2022. La part seulement, pas le montant, puisqu'on vient de le voir. On voit aussi apparaître, deuxième source de recettes, on voit les dotations et les compensations qui sont versées par l'État. Et puis, on voit, troisième source de recettes, ce sont évidemment les recettes qui sont payées par les usagers des services publics locaux, comme on l'a dit tout à l'heure, les recettes des piscines, etc. Ce qu'on observe sur ce schéma, c'est que certes, la part des recettes fiscales a augmenté, mais on voit en revanche que les dotations de l'État ont diminué. La part des dotations de l'État a diminué dans le total des recettes fiscales. Alors c'est lié à plusieurs réformes, notamment en 2014 et en 2017, deux années importantes qui ont vu une diminution de la dotation qui est versée aux collectivités territoriales. Et donc, de quelle autonomie peuvent encore disposer les collectivités pour financer leur budget, pour ajuster leur budget ou pour financer des nouveaux projets? Oui. Alors, aujourd'hui, on peut dire que l'autonomie, elle est quand même amoindrie. Elle est amoindrie pour plusieurs raisons. Il y a eu plusieurs réformes fiscales, comme je le disais. La première réforme fiscale, elle a touché la fiscalité sur les entreprises. Donc, vous avez peut-être souvenir de la taxe professionnelle pour les plus âgés d'entre vous. Elle a été supprimée donc en 2010. C'était une des premières recettes fiscales des collectivités territoriales, a été remplacée par trois autres impôts locaux. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui normalement devrait disparaître en 2028, si j'ai bien compris. La contribution foncière des entreprises et puis l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau, donc, qui porte essentiellement sur le secteur des transports, l'énergie et les télécommunications. Donc le rendement de ces impôts a fortement diminué. Autre source de diminution de l'autonomie financière des collectivités territoriales, ça a été évidemment la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, puisque, je le précise, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires demeure, et les taux ont d'ailleurs beaucoup augmenté, pour répondre aussi aux besoins particuliers de ces collectivités territoriales. Autre source de diminution de l'autonomie financière des collectivités, c'est aussi l'absence de révision des valeurs locatives
des impôts fonciers, hein, alors taxe d'habitation au feu, la taxe d'habitation, mais la taxe sur le foncier bâti, hein, ces révisions des bases locatives, hein, qui permettent de calculer les assiettes fiscales, elles n'ont pas été révisées depuis les années 70. Donc il y a beaucoup d'inégalités et d'inéquités sur ces valeurs locatives. Donc on voit que depuis la crise sanitaire, hein, les impôts locaux ont vu leurs recettes diminuer. Alors la principale dotation de l'État, qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, après ces deux coupes dont j'ai parlé tout à l'heure, après 2014 et 2017, elle s'est relativement stabilisée après 2018. Mais ce qui a explosé, en fait, ce sont les versements de l'État aux collectivités territoriales pour compenser en fait la diminution et la suppression de la taxe d'habitation, pour compenser la diminution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Donc on voit que petit à petit, comme vous l'avez dit, il y a une transformation de la fiscalité locale vers une fiscalité qui est de plus en plus nationale. Ici, on voit que bien la dynamique récente des recettes fiscales, elle est caractérisée maintenant par l'inclusion des parts de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas un impôt local, c'est un impôt national sur la consommation. Et donc, la nouvelle fraction de la TVA, elle joue désormais un rôle primordial dans le financement des dépenses des collectivités territoriales. Elle a été introduite en 2021 pour compenser les baisses de la taxe d'habitation, pour compenser aussi la baisse de la CVAE, donc de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Et puis elle est passée de 4 milliards d'euros en 2020 à près de 51 milliards d'euros. Et puis elle continue de progresser dans la composition totale des recettes fiscales des collectivités. Alors, la difficulté que l'on peut voir pour les collectivités qui sont récipiendaires, c'est une forte sensibilité à la conjoncture. Et ça signifie également qu'on rencontre des difficultés à prévoir les recettes de la TVA. Les services compétents de l'État ont beaucoup de difficultés à prévoir ces recettes. Et donc, c'est un impôt qui, on peut dire, est quand même éloigné des décisions publiques locales. Ça permet difficilement de faire un lien entre le niveau de prélèvement et les recettes et les services qui sont financés au niveau local. Et pour finir, est-ce qu'on pourrait parler de fiscalité verte? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est un levier? Enfin, ouais. De quoi s'agit-il au fond aussi, la fiscalité Alors, verte? un levier, je ne crois pas, mais qu'est-ce qu'on appelle fiscalité verte en économie? Donc, ce sont tous les dispositifs qui permettent d'encourager des initiatives respectueuses de l'environnement. Donc, ces dispositifs permettent, lorsqu'ils le peuvent, donc ce ne sont pas des taxes dédiées, mais ce sont des impôts qui permettent ici d'encourager des comportements respectueux de l'environnement. Alors, depuis 2023, les collectivités territoriales ont pu financer la transition écologique via le fonds vert. Donc le fonds vert, c'est ce fonds qui a été créé et qui permet de financer 3 axes, la performance environnementale, notamment la rénovation de l'habitat, l'adaptation au changement climatique, l'amélioration du cadre de vie. Alors ce fonds vert, il était doté en 2023 à sa création de 2 milliards d'euros. Et puis environ 6 000 collectivités ont bénéficié de ce fonds vert. Plusieurs projets ont été portés, donc environ 10 000 projets ont été portés, ont été financés par les collectivités territoriales. Et malheureusement, ces 2 dernières années, le fonds vert a été diminué de moitié. Il a plus de la moitié. Donc on est en 2024 sur 7 600 projets au lieu des 10 000 en 2023. Et en 2025, je crois que 1,15 milliard d'euros devait être prévu. Peut-être que ce sera moins. Donc malheureusement, effectivement, cette transition écologique, elle va être difficile à financer compte tenu de la diminution des financements. Donc juste pour terminer, effectivement, on voit qu'au cours de ces 20 dernières années, la fiscalité locale, elle a été profondément réformée. Elle a un ancrage local qui est quand même
qui s'est relativement éloigné. On est vraiment sur une fiscalité qui est de plus en plus nationalisée, qui est partagée entre différents niveaux de collectivité, pas seulement les communes. Donc ça a conduit l'État à essayer de compenser les différentes modifications ou la disparition de certains impôts locaux. Je pense que cette disparition, elle fragilise quand même l'autonomie des collectivités, elle fragilise leur capacité à développer des actions qui sont adaptées aux besoins locaux et aussi à répondre, comme je viens de le dire, aux enjeux de la transition écologique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, nous allons passer maintenant à Thierry Madiès, qui est professeur à l'Université de Fribourg, donc en Suisse, et ancien membre du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre. Vous avez été aussi conseiller scientifique à l'Agence française de développement et consultant pour la Banque mondiale. Et donc, vos travaux portent sur la décentralisation et la concurrence et la gouvernance locale. Et donc, maintenant, vous allez nous présenter, la dizaine de minutes qui vient, un système qui est presque opposé au nôtre. C'est un modèle confédéral, donc c'est un système vraiment qui part du bas vers le haut. On dirait bottom-up en franglais. Et donc, c'est vraiment tout l'inverse de nos habitudes plus jacobines. Donc, je vous laisse nous présenter cela. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici à Lyon. Et c'est vrai que je vais vous parler d'une curiosité. Quelque part, le système suisse se constitue au regard du système plutôt centralisé en France. Pour un Français qui réside en Suisse, une curiosité, un objet d'étude qui est aussi très intéressant. On verra que le système suisse peut être utilisé aussi comme un laboratoire, ce qui nous permet de publier dans de bonnes revues internationales parce qu'il réplique quelque part un certain nombre de questions qu'on peut observer au niveau international compte tenu du fait que les cantons suisses ont une très grande autonomie à la fois sur le plan fiscal, budgétaire et financier de façon plus générale. Or, très succinctement, la genèse de la Confédération helvétique, on l'a fait généralement remonter à 1291 ou 1291, comme diraient les Suisses, avec des cantons dits primitifs qui sont au centre de la Suisse, qui vont conclure un pacte. Une autre date importante, 1848, c'est la première constitution suisse, et elle sera révisée en profondeur en 1999. Or, la Suisse, c'est une confédération, elle est formée de 26 cantons, de 2100 communes. Il y a eu entre-temps un grand nombre de fusions de communes, donc c'est plutôt les fusions de communes qui l'ont emporté sur la coopération intercommunale. Les cantons et la confédération ont une souveraineté originelle, tandis que les communes ont plutôt une souveraineté déléguée. Pourquoi déléguée? Parce qu'elle va dépendre finalement des cantons dans lesquels ces communes sont insérées. La Suisse est un pays très fortement décentralisé. Si on regarde le poids des administrations cantonales et locales dans le total des administrations publiques, organismes de sécurité sociale compris, vous voyez qu'elle se situe à un niveau élevé de décentralisation. Alors, il faut faire attention aussi quand on parle de décentralisation. Ici, on prend la part des recettes dans le total des administrations publiques. Mais si on fait des comparaisons internationales, un pays comme l'Indonésie serait sans doute le pays le plus décentralisé. En réalité, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ce qui est essentiel, c'est le degré d'autonomie que les collectivités locales ou ce qu'on appelle les gouvernements sous-nationaux ont en termes d'impôts ou en termes de dépenses. Et sur ce point, les cantons suisses ont énormément d'autonomie. Donc on pourrait prolonger cette comparaison, et l'OCDE le fait aussi en mesurant l'autonomie effective des cantons et des communes en Suisse. Très succinctement aussi, quand on regarde un peu la part des recettes totales par type d'impôt, on voit que la Confédération concentre essentiellement des impôts indirects, la TVA, et ce qu'on appelle le reste, que vous pouvez voir sur ces graphiques, c'est essentiellement des droits d'assises et des droits de douane, tandis que les communes et les cantons concentrent plutôt
des impôts directs comme l'impôt sur le revenu. Et vous voyez apparaître aussi, puisque c'est une curiosité suisse, mais pas uniquement, qu'il existe un impôt sur la fortune qui inclut entre parenthèses aussi les biens professionnels, même si de façon générale les cantons ont toute souveraineté pour les exonérer, tout en partie, un impôt sur le capital qui est un impôt sur les fonds propres. D'accord, je reviendrai brièvement sur ces questions, puisque la forte autonomie des cantons qui ont une souveraineté, qui sont souverains en matière fiscale pour les impôts sur lesquels ils peuvent évidemment avoir une autonomie, provoque une forme de concurrence fiscale qui, contrairement à l'idée qu'on a souvent en France, qui est la concurrence fiscale, c'est forcément mauvais. On verra que dans le cas helvétique, en réalité, elle n'est pas forcément mauvaise, elle n'est pas forcément dommageable. Elle peut avoir aussi des vertus et elle fait partie, quelque part, avec des freins aussi, de l'exercice de la souveraineté des cantons et des communes. Donc vous voyez sur le graphique suivant que si on prend l'impôt sur le revenu, il est essentiellement prélevé par les cantons et les communes, alors que la taxe sur la valeur ajoutée est prélevée en totalité par la Confédération. L'impôt sur le bénéfice est plutôt bien partagé avec un système de taux additionnels. L'impôt sur la fortune, essentiellement du domaine des cantons et des communes. L'impôt sur le capital aussi. Quand on regarde le cadre constitutionnel en Suisse, les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. Et ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Ceci a deux types de conséquences. C'est que les cantons peuvent prélever tout type d'impôt, sauf si la Constitution fédérale l'exclut explicitement, par exemple la TVA ou les droits de douane. Et la Confédération ne peut prélever des impôts que sur la base d'une disposition constitutionnelle implicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 20 ans, il y a des référendats qui nécessitent une double majorité du peuple et des cantons qui remettent à l'ordre du jour la question de l'impôt sur le revenu ou de la TVA telle que prélevée par la Confédération. Et la prochaine échéance, si je me souviens bien, c'est 2035. Alors, hop, je passe sur la notion de dégressivité de l'impôt, j'y reviendrai. Deuxième point qui est important, concernant aussi le cadre fiscal constitutionnel de la Suisse, c'est qu'il y a une loi d'harmonisation fiscale. L'harmonisation, elle s'étend essentiellement aux faits générateurs, à l'objet, à la période de calcul de l'impôt, mais tout ce qui est barème et taux d'impôt ne sont pas soumis à l'harmonisation fiscale et restent du ressort des cantons et des communes. Pourquoi il y a de l'harmonisation au niveau au moins des assiettes? Tout simplement pour rendre plus visible la charge fiscale pesant sur les contribuables. Donc les cantons sont tenus par la loi fédérale aussi de prélever un impôt sur le revenu des personnes physiques, sur le bénéfice des personnes morales, ainsi qu'un impôt sur la fortune et un impôt sur le capital des personnes morales. Si vous regardez la charge fiscale, là, on a mis un gros revenu. Ce que vous observez, c'est que malgré la concurrence fiscale qu'on observe, alors les économistes estiment ce qu'on appelle économétriquement des fonctions de réaction fiscale et qui permettent de mesurer en quelque sorte les comportements stratégiques entre communes ou entre cantons. Que se passe-t-il quand les cantons limitrophes décident de baisser leur taux d'imposition? Quel est l'effet sur la politique fiscale d'un canton en particulier? Ce qu'on observe, c'est qu'il existe des différences importantes concernant le taux moyen d'imposition avec une forme de frontière dite linguistique, ce qu'on appelle le Röstigraben, qui sépare la Suisse alémanique essentiellement de la Suisse romande. Et vous voyez que la charge fiscale est en moyenne plus élevée dans la partie ouest de la Suisse que dans la partie orientale. C'est quelque chose qu'on reviendra. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites aussi sur lesquelles je reviendrai très rapidement, qui permettent de montrer que dans les objets qui sont mis au référendum ou autre, il existe des différences très importantes sur le plan linguistique, puisque la langue, quelque part, est aussi un véhicule de différences culturelles en matière de redistribution et autres.
Là, on a pris aussi le taux moyen d'imposition, la charge fiscale qui repose sur un couple marié avec un niveau de revenu médian. Et là aussi, on voit qu'il existe des différences essentielles parce qu'on a toujours l'impression que la concurrence fiscale conduit à une course au moins-disant fiscal. Ce n'est pas ce qu'on observe. On observe des différences qui sont dues au fait que les gens ne sont pas stupides comme les entreprises, c'est qu'ils sont capables d'arbitrer, comme le montrait déjà Thibault en 1956, ils sont capables de prendre en compte à la fois le niveau de la charge fiscale, mais aussi la qualité des services, services publics, d'éducation, qualité d'infrastructure. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à des taux zéro, et l'idée de dire que la concurrence fiscale conduit toujours à des taux qui vont au plus bas possible, c'est une vue de l'esprit. Donc vous voyez des grandes différences, hein, selon qu'on prend des niveaux de revenus très élevés. J'ai pris 1 million d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, le salaire moyen ou médian en Suisse, il est de 6 500 euros brut par mois. Le salaire médian est à peu près le même que le salaire moyen, ce qui fait environ 80 000 francs suisses par an. Donc vous voyez qu'on trouve vraiment des situations très différentes, avec quand même l'idée que en Suisse romande, c'est-à-dire la partie francophone de la Suisse, les taux moyens d'imposition sont plus élevés, avec une forme de tropisme. Hein, les Suisses, à la fois, sont proches de la culture française, dans le sens où ils regardent la télévision, la radio, ils connaissent la politique bien mieux que beaucoup de nos concitoyens, mais on parle la même langue, mais ça n'est pas exactement la même culture. Et je posais la question à un de mes amis francophones. On sait qu'il y a une forme de derby entre Zurich, hein, la capitale alémanique, et Genève. Je lui disais, mais qu'est-ce qui te rapproche quelque part d'un Zurichois, toi qui es un Genevois? Il me dit, ben, finalement, tu sais, un Genevois, c'est un Zurichois qui parle français. Tout ça pour me dire que quelque part, il y avait une forme de culture commune. Ici, vous avez aussi des éléments qui concernent l'impôt sur la fortune, avec des différences très importantes qui vont, on va dire, en Suisse primitive, en Suisse centrale, dans les cantons de Schwyz, de Zug et autres, avec des taux d'impôt très faibles, une forte exonération des biens professionnels de 0,1% jusqu'à environ 1% de la fortune nette. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment par des chercheurs suisses ou autres, qui utilisent cette forte variation de charges fiscales, aussi bien dans les taux que dans le calcul de l'assiette entre les différents cantons, et qui montrent qu'il y a une forte élasticité, comme disent les économistes, une forte sensibilité dans la localisation des revenus fortunés entre cantons. La seule différence qui peut exister entre les études, c'est de savoir si l'effet base compense ou pas des taux plus faibles, de sorte que les recettes fiscales, est-ce que c'est des politiques de taux d'imposition faibles, finalement, sont autofinancées dans le sens où, quelque part, elles ne vont pas péjorer les recettes fiscales qu'on tire de ce type d'impôt. Mais il y a quand même une réaction forte en matière d'impôt sur le revenu pour les taux marginaux les plus élevés et sur la fortune nette. Alors, il ne faut pas en inférer non plus trop de choses par rapport à un pays comme la France ou dans l'Union européenne, puisqu'il y a une mobilité, évidemment, qui est plus forte en Suisse qu'ailleurs, mais ça laisse aussi, ça permet de réfléchir et de se poser un certain nombre de questions. Concernant l'impôt sur le bénéfice des sociétés, que peut-on dire? Là aussi, des différences très importantes. Je vous l'ai dit, ce sont des taux additionnels, c'est-à-dire la Confédération, le canton, la commune prélèvent des taux d'impôt qui sont d'ailleurs le produit de l'impôt prélevé par chaque échelon de gouvernement est déductible de l'assiette de l'autre impôt, ce qui fait que pour calculer les taux effectifs d'imposition, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. 2 points que je voulais souligner. Le premier, c'est que la Suisse a connu cette expérience en 2020. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu un débat très fort, pour ne pas dire une polémique, entre la Commission européenne et la Confédération helvétique, au motif que certains cantons suisses offraient des régimes fiscaux préférentiels qui taxaient ou qui frappaient essentiellement des entreprises qui n'avaient pas d'activité ou très peu d'activité en Suisse, encore plus, d'accord. Et
ce qu'on observe, c'est que ces régimes fiscaux préférentiels, société mixte, société domicile, société holding, étaient accusés par la Commission européenne de finalement pas respecter un accord de libre-échange de 1972, je deviens vraiment suisse, entre l'Union européenne et la Suisse. Et cet accord prévoyait notamment une clause de non-discrimination. Et la Commission européenne a considéré que finalement ces accords ou ces régimes préférentiels conduisaient à des distorsions de concurrence. La Suisse les a supprimés. Mais qu'est-ce qu'on a observé? Une concurrence par les taux d'impôt très forte, par les taux statutaires. Et ça, je pense qu'il faut bien le voir. Supprimer les régimes préférentiels, c'est très bien, mais ça peut conduire à une concurrence, comme une concurrence en prix, quand vous n'êtes pas différencié. C'est ce qu'on a observé dans le cas suisse. Je vais passer un petit peu rapidement sur un ou deux points. Je voulais vous montrer que, globalement, les barèmes d'impôt sur le revenu en Suisse sont progressifs. Là, c'est une étude qui a été réalisée dans laquelle on a neutralisé la distribution de revenus. C'est-à-dire qu'on a considéré que tous les cantons avaient la même distribution de revenus entre revenus médians aux revenus faibles. Et donc, on voit que dans ce cas-là, quand vous neutralisez finalement la distribution de revenus entre cantons, on voit que l'impôt sur le revenu est progressif en Suisse. Et donc là-dessus, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, quand on regarde la charge fiscale effective, en tenant compte du fait que les hauts revenus se localisent dans les cantons qui ont les taux les plus faibles, c'est ce qu'on appelle le income sorting en anglais, là on voit qu'assez rapidement, il peut y avoir une forme de dégressivité de l'impôt. Donc vous voyez que la concurrence fiscale et la mobilité peut conduire, comme on s'y attend, à une baisse des taux effectifs d'imposition quand le revenu augmente, et c'est lié à la mobilité des bases, alors même que les barèmes d'impôt sur revenu étaient relativement élevés. Donc cette concurrence fiscale, il me reste combien? 3 minutes, 4 minutes? Un peu moins, ok, alors je vais terminer rapidement. Je voulais juste vous dire 2 mots sur l'analyse de la concurrence fiscale au niveau du Röstigraben. C'est ces frontières linguistiques dans les cantons bilingues. Moi, je suis dans une université qui est dans l'université de Fribourg, l'université internationale, où les enseignements sont donnés en français et en allemand, évidemment en anglais. Et donc, ce qu'on observe, je terminerai juste là-dessus, regardez les changements de préférence à la frontière. Les économistes utilisent ce qu'on appelle des regression discontinuity design, c'est-à-dire qu'ils utilisent la frontière linguistique de part et d'autre de la frontière linguistique entre les alémaniques et les francophones. Vous voyez que quand on regarde les parts de voix en faveur des référendums qui portent sur des questions plutôt portées par la gauche, on voit des différences très importantes entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Donc il y a des différences culturelles importantes, c'est des modèles économétriques qu'on utilise et on peut montrer qu'il y a une forme de causalité. Je termine là-dessus. Quand on regarde les impôts par contre, vous voyez que quand on se rapproche de la frontière linguistique, la différence essentielle qu'on trouvait en termes de préférence sur les objets liés, je suis de gauche donc je vais être plus prompt à voter pour certains objets. Sur la fiscalité, on ne le retrouve pas, parce que très simplement, malgré les différences de préférence, vous voyez apparaître une forme de concurrence fiscale, y compris à la frontière linguistique, qui, sur le plan des recettes, va contraindre fortement la mise en place des politiques fiscales. Voilà, je vous remercie, j'ai été un peu long, je suis désolé. Pas de problème, merci. On a appris beaucoup de choses maintenant sur le système suisse. Je vais reprendre la petite télécommande par contre. Donc merci, on va revenir en France avec Madame la députée Christine Arrigui. Merci d'avoir accepté notre invitation en ces temps chargés à l'Assemblée. C'est très apprécié et précieux que vous puissiez nous éclairer sur ces enjeux. Donc depuis 2022, il y avait quelques diapositives encore. Depuis 2022, donc vous êtes député de la 9e circonscription de Haute-Garonne, donc c'est juste au sud de Toulouse, c'est le petit 9 en vert sur cette carte. Et vous êtes ancienne administrative des finances publiques, vous siégez à la commission des finances, dont vous êtes la secrétaire, et vous êtes aussi rapporteur spécial du budget des transports. Et vous êtes l'autrice d'une proposition de résolution numéro 1039 appelant à l'organisation d'une conférence nationale sur l'autonomie financière et les marges de manœuvre fiscales des collectivités territoriales.
Donc, ma première question, c'est, voilà, vous appelez à l'organisation d'une conférence, et quel est l'objectif principal de cette initiative? Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette invitation qui me donne la possibilité de populariser ma proposition qui a reçu jusqu'à présent la signature de 5 groupes différents. Évidemment, les groupes Nouveau Front Populaire, mais également un groupe qui est très attaché à la question de l'autonomie et du fédéralisme dont on a beaucoup parlé là jusqu'à présent, qui est le groupe Lyot. Et je ne désespère pas, puisque j'ai eu quelques signatures de députés non inscrits, de le populariser un petit peu plus sur les bancs. Parce qu'en réalité, c'est un débat qui doit être conduit et doit être mené au vu de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Et donc, je ne vais pas répéter les propos qui ont été tenus et excellemment bien tenus par les personnes qui sont à cette table, et notamment sur aujourd'hui le grand différentiel entre les politiques publiques qui sont conduites par les collectivités et les ressources qui leur sont attachées du fait de la suppression au fur et à mesure de l'ensemble de leur paquet fiscal qui leur permettait d'avoir des ressources en dynamique. Et donc je vais plutôt que reprendre ce qui avait déjà été dit par Sonia Paty, je vais l'actualiser par rapport à 2026 et vous donner un petit peu le bilan des courses 2026 qui va vous permettre, Monsieur Nicolin, de savoir si vous allez fermer votre patinoire ou pas, mais je pense qu'il faudrait la fermer, ne serait-ce que pour des raisons écologiques. Et donc, pour 2026, vous avez une nouvelle purge, donc on va le dire comme ça, pour les collectivités. Donc, vous le savez, l'an dernier, il y a eu 2 ans l'instauration d'un DILICO. Alors, le DILICO, c'est le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales. Ce dispositif, c'était un dispositif qui a été prévu de façon très verticalisée, avec des critères très verticalisés qui ont touché 4000 collectivités. Et en fait, c'est en réalité un prêt forcé qui a été habillé par l'État comme étant plutôt quelque chose qui serait de l'ordre du fonds de péréquation. Mais en réalité, ça n'est pas du tout le cas, puisque l'État a prélevé de façon presque autoritaire et se les gardait pour d'autres politiques ou pour l'apurement de la dette, alors même que, on le sait, les collectivités locales, et vous l'avez fort bien dit, ne participent pas du tout à la dette. C'est 8% de la dette quand effectivement tout le reste, c'est l'État, puisque les collectivités ont ce que l'on appelle est imposé une règle d'or, c'est-à-dire qu'elles elles doivent présenter leur budget en équilibre. Donc, pour revenir sur ce DILICO, l'an dernier, il était 1 milliard. Donc maintenant, c'est un prélèvement de 2 milliards. Vous avez également, pour la réduction, la compensation des impôts économiques qui sont supprimés, puisque vous avez la CVAE qui avait été supprimée déjà il y a 3 ans, puis supprimé alors par moitié, puis ensuite par 25%. Il restait 25 petits pourcents que nous avions sauvés l'an dernier, et finalement cette année, c'est un impôt de production sur lequel tous les regards sont portés en nous disant combien il empêche le développement de la croissance. Mais bon, très bien, sur la critique de la CVAE, que nous avions déjà d'ailleurs critiqué lorsque la taxe professionnelle avait été supprimée, qu'il avait été mise en place. Donc là, on n'apprend rien sur cette critique de la CVAE, mais en revanche, il n'y a rien qui remplace la CVAE. Et comme cela a été très bien dit, alors je ne sais plus, excusez-moi, par qui, mais on voit bien que maintenant, les compensations se font par la TVA, et qu'au bout du compte, la TVA qui vient compenser tous les impôts supprimés des collectivités, eh bien, manque au budget de l'État et à ses services publics d'État, puisqu'on n'a pas un problème de ressources aujourd'hui en France, 200 milliards de TVA, mais on a un problème d'affectation. Et c'est, je crois, vous qui l'aviez montré un diagramme extrêmement bien précis, où effectivement cette TVA sert à compenser des suppressions d'impôts au niveau des collectivités, mais également, par exemple, la redevance audiovisuelle qui est compensée par des points de TVA. Et donc tout ça, évidemment, ça manque. Je continue donc sur le resserrement du fonds du FCTVA, moins 700, sur des coupes dans la mission Outre-mer, moins 623, sur le fonds vert, on en reparlera parce que c'est vraiment un sujet extrêmement important,
moins 500, moins 274 sur le gel de la DGF, moins 200 sur la baisse des crédits d'investissement, moins 151 sur l'Agence nationale du sport et le passeport, qui est un outil extrêmement important, notamment pour les territoires ruraux. Également baisse des crédits pour l'insertion, réduction du fonds d'économie solidaire, perte, enfin je ne vous fais pas tout le détail, bon, en tout cas en tout, ça fait en détecter à ce stade, puisque nous ne sommes pas arrivés, comme vous le savez, au bout de l'examen de la loi de finances, et je d'ailleurs doute que nous en arrivions au bout. Nous ne sommes que sur la partie recettes à ce stade, et nous avons, compte tenu des délais contraints constitutionnels, 40 jours pour les examens partie recettes et dépenses, et nous n'avons fait que 6 articles de la partie recettes, sans attaquer la partie dépenses véritablement. Et donc, tout ça doit s'arrêter le 23 novembre, vous voyez la date à laquelle nous sommes. Donc, il est possible, même probable, que le texte parte au Sénat sans même que nous ayons fini d'examiner le dossier. Sans compter aujourd'hui l'augmentation des points de la CNRACL, j'ai toujours du mal à le dire. Donc, tout ça fait que les collectivités aujourd'hui sont en grande difficulté, d'où et je reboucle par rapport à votre question, cette proposition qui me paraît être d'une urgence absolue si l'on veut si on veut pouvoir continuer des politiques publiques au niveau des collectivités et des investissements. Les collectivités, c'est 70% des investissements. J'anticipe peut-être sur vos questions parce que je vous donne tous les éléments comme cela. Vous venez de dire donc, que les collectivités, c'est 70% des investissements publics en France, mais on peut voir ça de deux manières, en se disant, oui, il faut leur laisser de l'autonomie pour pouvoir continuer, ça peut permettre de créer de la croissance ou de la cohésion, mais on peut aussi se dire, c'est un montant énorme, il vaut mieux les contrôler, on va utiliser le levier financier, selon l'opinion de l'un ou de l'autre, on peut imaginer dans un sens ou dans l'autre. Pouvez-vous nous donner votre opinion sur ce point-là ? Oui, alors... D'abord, je voudrais rappeler, parce que c'est quand même important de le rappeler, l'article 72.2 de la Constitution. Alors, je le lis parce que je ne le connais pas par cœur. C'est « Les recettes fiscales et autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivité, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. » On vient de voir qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins déterminant. Tout transfert, et c'est là que c'est essentiel par rapport à votre question, tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. C'est toujours le cas, n'est-ce pas, monsieur le maire ? Par la loi, oui, après par les moyens, moins. Voilà, c'est ça. Donc la Constitution fixe le cadre de façon très très claire dans le cadre effectivement du transfert de compétences. Je vous donne le meilleur exemple qui est cité tout le temps, c'est sur la question du versement du RSA par les départements. Le transfert de compétences de versement du RSA au département, dès le départ, ne s'est pas fait avec le transfert des moyens. Sur la possibilité effectivement de verser le RSA, et avec en plus aujourd'hui une augmentation du taux de pauvreté de façon exponentielle. On est aujourd'hui à 9,8 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 1 200 € pour une personne pour tout le mois, pour vivre, pour se loger, pour se nourrir, etc. Et donc, évidemment, de ce niveau-là, on tombe rapidement dans un dispositif de soutien et d'aide sociale, et notamment de RSA. Et là, certains départements, aujourd'hui, sont, on pourrait le dire, quasiment en faillite par rapport à ces politiques, puisque en plus la manne fiscale qui les alimente, c'est-à-dire les droits de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit, s'est effondrée également avec la question du marché immobilier dont on n'a pas suffisamment parlé, parce que là aussi c'est une imposition qui est extrêmement fluctuante en fonction du marché immobilier. Alors les collectivités effectivement réalisent 70% de l'investissement public, donc on pourrait parler là-dessus, et j'ai hésité par rapport à ma proposition de résolution, de faire une proposition de résolution pour un nouvel acte majeur de décentralisation.
Mais bon, ça, c'est les universitaires le savent très bien, c'est le marronnier, si on peut dire, de tous les universitaires, depuis de toute la littérature sur le sujet, sur la question de la décentralisation. Aujourd'hui en France, nous avons des actes de décentralisation 82-83, un petit chouïa avec 86, la loi NOTRe qui est une catastrophe. La loi NOTRe, c'est celle qui a créé les très très grandes régions. Moi, je viens d'un territoire qui s'appelle l'Occitanie. L'Occitanie, c'est plus grand que l'Autriche, mais c'est un nain budgétaire et un nain politique. Aujourd'hui, notre système de décentralisation a créé des collectivités qui, de plus en plus, deviennent des acteurs passifs de politique de l'État et qui, évidemment, paient les politiques de l'État, dont vous imaginez, je ne partage pas les orientations actuelles. Mais plutôt que de m'intéresser à cette action de décentralisation, je me suis dit que ça ne pourrait pas prospérer. J'ai été un peu, si on peut dire, pragmatique. La raison pour laquelle j'ai fait cette proposition d'une conférence, parce que cette conférence permettrait justement de poser de façon très claire les éléments relatifs à la question de l'investissement des collectivités, dont effectivement on entend la petite musique de il faudrait mieux les contrôler, mais en réalité, de mon point de vue, il faudrait mieux leur faire confiance, puisqu'on le voit bien et les chiffres en témoignent, ce ne sont pas les collectivités qui, bien que ce soit le petit message ou même le gros message que l'on entend régulièrement à l'Assemblée, ce ne sont pas les collectivités qui ont créé le déficit. Les collectivités, c'est moins de 8% de la dette publique, alors que l'effort budgétaire qui leur est demandé pour 2026, c'est plus de 15%. Et en effet, ces collectivités, du fait effectivement des règles dont je vous ai parlé, eh bien, nous sommes dans une situation où on pointe du doigt l'État, enfin le gouvernement, je ne vais pas dire l'État parce que je suis aussi l'État, mais le gouvernement pointe les responsabilités de collectivités. Alors d'ailleurs, toutes tendances politiques confondues, de ce côté-là, ils ne font pas de demi-mesure. Et ça a commencé déjà il y a 2 ans. Et ça se poursuit et donne des réponses à cette pseudo-responsabilité avec des prélèvements tels que je viens de le dire du DILICO, qui n'est pas un fonds de péréquation. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'il y a vraiment quelque chose à travailler pour les universitaires sur cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un fonds de péréquation, sur lequel, effectivement, moi, je pense qu'il faudrait que nous réfléchissions au regard des inégalités de territoire qui sont constituées par des développements et d'aménagements de territoires qui n'ont pas été nécessairement anticipés. Et on le voit très bien, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la Suisse, mais en Suisse, la question, c'est que les territoires, certes, ont des autonomies parce que c'est un système fédéral, mais on n'a pas de différentiel aussi important que ce que l'on peut avoir en France hexagonale, sans parler des Outre-mer, qui évidemment sont là dans des situations, pour certains, catastrophiques en termes et de développement économique et évidemment de pouvoir de vivre, de pouvoir d'achat, etc. Vous avez parlé de... Oui, pardon. Il faut m'interrompre, hein, parce que sinon, je n'y arriverai pas. Vous avez parlé justement de dette, et donc si on parle de la discipline nationale en termes... Enfin, on essaye d'avoir une certaine discipline au niveau national dans les finances, et comment avoir à la fois de la liberté de gestion au niveau local, et en même temps une discipline budgétaire, et en même temps peut-être aussi des investissements durables. Comment on fait pour tout combiner en même temps ? Eh bien, on laisse faire les collectivités, tout simplement. Les collectivités, elles sont encadrées au plan constitutionnel sur ce que j'appelais tout à l'heure la règle d'or. Donc, elles ne peuvent pas être en déficit. D'ailleurs, ça aurait été très très bien que finalement, ça le soit également pour l'État. C'est un petit peu ce qui a été initié avec les critères de Maastricht, parce que quelque part, ça a quelques similitudes. Mais on voit bien que, en l'occurrence, les critères de Maastricht, ils ont été élaboré sur un coin de table pour contraindre au niveau économique, mais sans aborder la question des politiques sociales. Or, les collectivités, elles, c'est sur elles que repose le premier échelon
de l'intervention des politiques sociales. C'est sur elle que repose le premier échelon des investissements publics en termes d'infrastructures et d'intervention, évidemment, pour mise à disposition de services, que ce soit des services culturels, médiathèques, piscines, certainement pas patinoires, mais également médiathèques, salles des fêtes pour la convivialité. Et donc, ce sont les collectivités qui sont vraiment à la base de l'ensemble des infrastructures et des services de proximité. Et donc, en l'occurrence, ces collectivités, outre qu'elles obéissent à cette règle d'or, mais en plus, elles subissent régulièrement, et c'est très bien, des contrôles de la Chambre régionale des comptes qui examinent de façon extrêmement circonstanciée leur budget, qui pointent du doigt évidemment certains errements peut-être. Et je pense que les collectivités sont les échelons, à quelque niveau que ce soit, qui sont bien mieux contrôlés que l'État. Aujourd'hui, c'est l'État qui a quand même 3 300 milliards de dettes, avec une dette qui s'est enflammée, avec des rapports de la Cour des comptes qui sont restés lettres mortes, et au bout du compte, l'État qui demande des comptes aux collectivités, quand en réalité, pour tout vous dire, les collectivités devraient demander beaucoup plus de comptes à l'État. Mais quand on parle si on donne par exemple une marge de manœuvre fiscale aux collectivités territoriales, aux collectivités locales, comment on fait pour pas qu'il y ait plus d'inégalités entre les territoires? Parce que c'est les plus riches qui peuvent collecter plus et se développer encore plus. Donc comment on fait pour combiner les deux? Alors, pour tout vous dire, ça c'est la question la plus difficile parce que nous manquons en France depuis longtemps d'une véritable politique d'aménagement du territoire. Alors moi, je suis écologiste, donc très fédéraliste, mais pour autant, je considère que l'État doit prendre sa place en tant que puissance publique pour marquer une direction, évidemment, d'un projet social et écologique, vous vous en doutez, mais que ce n'est pas parce qu'on est... on a fait de la décentralisation qu'on aurait dû renoncer à cette vision de planification qui a été abandonnée par l'État. Je vous donne plusieurs exemples en termes d'aménagement du territoire et de transport, puisque je suis particulièrement intéressée sur ces sujets de mobilité qui, à mon sens, l'énergie et les mobilités sont au cœur de notre pacte républicain, si l'on peut dire. Eh bien, sur la question des transports, on a laissé... l'État s'est engagé dans des grands travaux, avec notamment le ferroviaire, avec des grands travaux, notamment sur les lignes de grande vitesse, a complètement abandonné son réseau ferré TER, TET et lignes de desserte fine, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un des plus vieux réseaux français en termes de régénération, c'est-à-dire d'aménagement en fait, des voies et de modernisation. Tout ça parce qu'on a renoncé à une vision globale de la question des mobilités et de l'aménagement du territoire lorsqu'il y a eu les phases de décentralisation et d'abandon en réalité de ces responsabilités par l'État. Or, on peut être un État très fédéral et avoir une vision planificatrice au niveau pas supranational, mais au niveau national. Je vous donne l'exemple du Japon, qui est un pays où je suis allé à plusieurs reprises pour des raisons familiales. Le Japon, c'est un État, d'ailleurs, dans votre diagramme, il était bien placé sur le côté... alors, attendez... droit, voilà, j'ai un petit peu de problème là-dessus. Sur le côté droit, c'est un État fédéral, c'est les voies, la question des transports au Japon, que ce soit le fonctionnement, mais également l'entretien et la propriété des voies, ce sont des sociétés privées, donc il n'y a pas de société nationale comme nous on a à SNCF. Et pourtant, il y a un plan étatique extrêmement solide, extrêmement exigeant, qui passe des contrats avec ces sociétés privées, que ce soit pour l'entretien et que ce soit pour la circulation. Et au Japon, une société privée dont le train arrive avec plus de 2 minutes de retard, le PDG se fait harakiri. Voilà. Donc on voit bien qu'en réalité, sur ces questions-là, il faut que nous réaffirmions évidemment certains éléments en termes d'aménagement et puis réaffirmer également une nouvelle fiscalité avec des pouvoirs de taux, évidemment. Revenir sur la catastrophe de la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, mais évidemment sur des bases nouvelles, puisque les bases sur lesquelles était assise la taxe d'habitation, c'était des bases de 1970 qui n'avaient pas été révisées, et donc une grande injustice à ce sujet.
Et donc, on va arriver au moment des questions, mais si vous pouviez répondre très rapidement à la dernière Oui, question, je sais sur savoir, parce qu'il y a quelque chose, vous avez mentionné la règle d'or, et il y a aussi parfois, on parle de règle d'or verte. Est-ce que vous pourriez nous en parler, juste définir ce que c'est rapidement, et si c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place ou pas? Oui, alors c'est quelque chose qu'il faudrait que nous portons dans l'écologie, c'est cette règle d'or verte, mais nous la portons au niveau des collectivités, mais également au niveau de l'État. L'idée, c'est qu'il faut aujourd'hui réorienter nos investissements et contraindre par la volonté de la commande publique les entreprises à réorienter également leurs propres investissements et leurs recherches et leur développement et leur sortie clientèle. Et donc, c'est une façon de passer dans une transition écologique et d'entraîner le monde industriel, mais qui passe par une voie, on pourrait dire comptable, mais en réalité, c'est une façon très pertinente de notre point de vue pour accompagner cette transition et donc orienter par rapport à la question de la façon dont on comptabilise l'investissement. Et effectivement, si on arrivait à introduire l'idée que l'investissement, à partir du moment où il est vertueux, parce qu'il va y avoir un retour sur investissement, et vous avez cité tout à fait, alors c'était exactement l'idée que nous soutenons et que vous avez développée, comme quoi toutes les initiatives dans les territoires participent en fait de cette compréhension du sujet. Quand on investit sur l'énergie, quand on recouvre ces bâtiments publics de panneaux voltaïques, quand on construit des éoliennes avec l'accord citoyen, et alors là c'est formidable, je vous félicite, quand on a toutes ces actions, eh bien ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte dans l'endettement de la collectivité ou de l'État, parce qu'il y a de travail sur le futur, travail de retour sur investissement, et qu'en effet, l'amortissement va se faire à la fois par l'utilisation, mais également par le gain que cela va procurer en termes de dépenses de fonctionnement. Et donc, à ce titre-là, nous souhaiterions qu'il y ait une autre comptabilisation. Alors, ça pourrait porter à deux niveaux. D'abord, au niveau européen, c'est une idée qu'il faut porter au niveau européen pour que tout ce qui est investissement vertueux, investissement vert, puisse sortir des critères de Maastricht. Et ça pourrait réorienter les politiques étatiques et également, évidemment, d'en faire bénéficier les collectivités de façon à ce qu'elles investissent dans des investissements vertueux. Et le fonds vert, c'était un petit peu cette idée-là, mais bon, le fonds vert, je vous l'ai dit, il a été divisé par deux. C'était une excellente idée, hein, et d'ailleurs, pour beaucoup de collectivités, il y a eu beaucoup de projets qui, au bout du compte, n'ont pas pu être financés parce que ça a déjà été divisé par deux l'an dernier et redivisé par deux cette année. Voilà, donc en fait, il y a plein de choses à faire. Nous avons plein d'idées. Encore faudrait-il que des politiques un peu exigeants par rapport aux générations futures s'en saisissent. Merci beaucoup. Donc, j'ai déjà pas mal de questions reçues en ligne donc par les personnes qui sont en ligne et dans la salle. Une première question, il a été mentionné plusieurs fois, la révision des valeurs locatives. Est-ce qu'il y a eu des études d'impact là-dessus? Est-ce que ça a été un peu étudié? Est-ce que l'un d'entre vous en sait quelque chose sur ce sujet-là? Connaissance, il n'y a pas eu d'études d'impact et c'est bien pour ça que les choses n'avancent pas. Parce que, bien évidemment, tout le monde se réjouira de voir sa taxe baisser. Par contre, ceux qui devront l'avoir augmentée seront bien évidemment pas très heureux. Et comme il faudra de toute façon au minimum un équilibre en termes de recettes, ça veut dire qu'il faudra bien évidemment que certains payent pour d'autres. Il y a une question... Après, au-delà même... Oui, pardon, et puis, juste une chose, au-delà même de la révision, l'établissement même de la valeur locative est quelquefois ubuesque. Et moi, j'ai des exemples dans ma propre ville. Nous sommes une ville dans laquelle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la valeur locative est très élevée. On ne l'explique pas. Les SCO sont incapables de nous l'expliquer. Donc, c'est vrai que c'est un système qu'il faudrait refonder, mais qui n'est pas simple. Alors là, je parle avec mon ancienne casquette de professionnelle. En fait, les études d'impact, elles ont été, parce que la réforme, elle a été conduite en fonction de ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale sur les éléments pour faire une réforme à blanc, si l'on peut dire. Mais ce sont les conséquences qui en découlaient de cette révision des valeurs locatives qui étaient explosives.
Demain, si le Parlement en donnait la possibilité et l'autorisation à la Direction générale des finances publiques, elle pourrait appuyer sur un bouton et la réforme pourrait être mise en œuvre. Sauf que les conséquences, évidemment, sont des conséquences qui revoient complètement les ressources des collectivités locales, parce que depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des développements complètement différents, l'attractivité évidemment métropolitaine, la désertification, certaines zones qui évidemment ont explosé par rapport à d'autres, des centres-villes qui ont été réhabilités tandis que les secteurs du logement social par exemple étaient surimposés par rapport aux éléments de confort, et tout un tas d'autres éléments qui font que les conséquences de cette réforme n'étaient pas acceptables politiquement. Et d'où l'intérêt évidemment à ce moment-là d'avoir l'idée de l'associer avec un fonds de péréquation, mais un fonds de péréquation qui ne soit pas celui du DILICO, où là c'est un emprunt forcé auprès des collectivités, mais un outil qui soit véritablement à la mesure des changements que notre société et que notre pays a connus en l'espace de 50 ans, et qui fasse que les conséquences de la révision des valeurs locatives puissent être, par ce fonds de péréquation, lissées, d'abord sur un certain nombre d'années, mais ensuite par rapport aux inégalités de territoire sur plusieurs années. Ça n'a pas été souhaité par les politiques, et là on peut le dire quand même, c'est que cette réforme, si elle n'a pas eu lieu, ce n'est pas une raison technique, c'est une raison politique. Nous avons une autre question concernant les dotations de l'État. Juste sur la révision des valeurs locatives, outre peut-être les freins politiques, ça a un coût de réviser les valeurs locatives, mais pour autant, on a des voisins européens qui, eux, le font, donc c'est absolument pas insurmontable. Et donc, concernant les dotations de l'État, est-ce que les dotations de l'État, il y a une distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement? En gros, c'est une question qu'on nous pose. Est-ce que quand il y a une dotation de l'État, est-ce que c'est écrit, et ça c'est uniquement pour l'investissement, ça c'est uniquement pour le fonctionnement? Comment ça fonctionne exactement? La dotation de l'État, la principale, c'est la dotation globale de fonctionnement. Donc par définition, c'est une dotation qui doit être qui doit faire l'objet de dépenses de fonctionnement. Mais il y a aussi des dépenses d'investissement, hein, il y a d'autres dotations. Mais la DGF, c'est exclusivement pour le fonctionnement. Et donc une autre question, donc, par exemple quand il faut investir, est-ce que les communes peuvent emprunter auprès de l'État? Comment ça fonctionne exactement? Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, notre capacité d'investissement dépend de notre capacité à dégager des recettes de fonctionnement par rapport à nos dépenses. C'est-à-dire que si nous avons plus de dépenses de fonctionnement que de recettes, on investira à zéro. Si par contre on arrive à avoir plus de recettes de fonctionnement dans lesquelles on retrouve la dotation et d'autres choses, eh bien dans ce cas-là, nous dégageons une capacité d'autofinancement qui nous permet de financer des investissements. Certains investissements étant supérieurs à cette CAF nécessitent d'être payés par emprunt. Donc nous avons une capacité d'emprunt, bien évidemment, avec des normes, cela est encadré. L'endettement d'une collectivité ne doit pas dépasser 12 années donc de remboursement. Et donc on se tourne vers le marché donc, des prêts, le marché bancaire, et ça peut être aussi bien la Caisse des dépôts et consignations, en tout cas la Banque des territoires, ou des banques privées qui nous prêtent. Après, ces banques, elles vont regarder notre taux d'endettement, elles vont regarder les projets, elles vont nous proposer un taux, durée de remboursement. Et nous avons des questions. Et c'est ce qui constitue notre endettement. Contrairement à l'État, nous, notre endettement, nous le remboursons. L'État emprunte et rembourse les intérêts. Nous remboursons chaque année le capital. Et une collectivité, et c'est pour ça qu'on est tous furieux quand l'État nous met à contribution pour dire vous devez contribuer à résorber une partie du déficit, d'ailleurs qu'on ne résorbe pas, hein, puisque là encore, il faudrait aussi peut-être que le Parlement change les termes. Arrêtons de parler de déficit en pourcentage de PIB. Quand vous avez un État qui dépense 300 milliards et qui a 200 milliards de recettes, ce n'est pas 3% du PIB, c'est 30% de déficit. Ça se chiffre en centaines de milliards. Et vis-à-vis de l'opinion publique, dire on a 3, 4, 5, 6% de PIB, oh ben 3, 4, 5, 6%, c'est comme si j'achète quelque chose 3, 4, 5, 6% plus cher. Ça va passer. Dans l'esprit des gens, c'est jamais grave la dette. Sauf qu'aujourd'hui, l'État emprunte un tiers
de plus pour payer ses dépenses, qu'il n'a pas. Et nous avons une dette aujourd'hui de plus de 3 000 milliards. Et le jour où les taux d'intérêt augmenteront parce que notre note sera dégradée, là, on va faire flamber les intérêts de la dette tout en ne continuant pas à rembourser notre dette elle-même. Quant aux collectivités, nous votons des budgets à l'équilibre et dans ces budgets, il y a effectivement du remboursement de la dette, mais nous la remboursons. Madame Arregui, si un jour M. Nicolin revient à l'Assemblée, je pense qu'il va siéger avec les écologistes. J'en suis convaincue au regard des propos qu'il tient et des politiques qu'il conduit au plan local. Évidemment, les collectivités peuvent emprunter, mais vous avez tous en tête la question des emprunts avec les prêts toxiques qui avaient été, sur certaines collectivités, avaient été une lourde charge de remboursement et de remboursement de prêts, d'emprunts. Et aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que la charge de la dette existe évidemment, mais alors il ne faut pas comparer parce que nous sommes aux journées de l'économie et donc il faut quand même le dire, quand certains politiques comparent la dette de l'État avec la dette d'un ménage, franchement c'est se fiche du monde parce qu'on n'est pas du tout dans la même situation, ni à la fois sur nos capacités d'endettement, ni à la fois sur la durée de vie de la dette, puisque nous, malheureusement, nous avons une durée de vie qui va s'arrêter, tandis que l'État, ça se poursuit. En revanche, là où c'est un vrai sujet, c'est que la charge de la dette, c'est-à-dire remboursement des intérêts de la dette, pour peu qu'il y ait une inflation importante ou pour peu que certains prêts aient été contractés, non pas en valeur obligataire, enfin moi je ne vais pas rentrer dans les détails, d'une réforme qui a été portée à l'époque par Dominique Strauss-Kahn, eh bien, pourrait faire que cette charge de la dette soit bientôt plus importante que le budget de l'éducation nationale. Et là, c'est un vrai sujet. Il nous reste 10 minutes. Et pas une de plus. La diffusion sera arrêtée dans 10 minutes. Et donc, et je voudrais résumer un certain nombre de questions que l'on a, et ça sera peut-être l'opportunité pour chacun intervenant de nous dire quelques mots sur quel est vraiment le lien entre indépendance financière et décentralisation, et même fédéralisme. Enfin, j'ai les questions qui sont liées aux trois concepts, en disant est-ce qu'il faut les trois. Donc je vais vous demander cet exercice très difficile. On va peut-être commencer par Thierry Madiès tout au bout. En 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut apprendre par exemple du cas suisse, ou ce que vous pourriez ajouter sur ce sujet-là? C'est un petit peu ce par quoi j'ai commencé, c'est-à-dire que quand j'ai présenté ce graphique de l'OCDE au début de ma présentation, très souvent, quand on regarde si un pays est décentralisé ou pas, on va prendre quelque part le poids du secteur local dans le total des administrations publiques, État, sécurité sociale, collectivités locales inclus. Mais vous pouvez avoir un poids qui est très important du secteur local sans que le secteur local n'ait d'autonomie. Je prends le cas pour travailler pour la Banque mondiale, de pays émergents ou de pays subsahariens qui afficheraient des taux de décentralisation compte tenu de la mesure qui a été présentée ici importants et qui pourtant en réalité ne font que de la déconcentration. La plupart des dépenses sont mandatées par l'État, il n'y a pas d'autonomie. Donc ça c'est quelque chose et c'est une très bonne question. Le poids du secteur local, ça n'est qu'une dimension. Ce qui est important, c'est est-ce que les collectivités locales ont une autonomie dans leur choix de dépenses, dans le choix des taux, éventuellement du calcul de la base imposable, parce que les taux effectifs d'imposition dépendent des taux que vous voyez, mais aussi du calcul de la base imposable. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et puisqu'on parlait de décentralisation, un point par rapport à la Suisse, pour moi, actuellement, un des éléments fondamentaux d'une vraie décentralisation, d'une vraie autonomie, c'est la capacité d'expérimentation. Moi, ce que j'observe au niveau de la Suisse, et les élus aussi ici nous le disent, c'est qu'il y a une vraie capacité d'expérimentation. Je prends un cas très simple. En Suisse, où les cantons ont une forte souveraineté, vous avez des politiques publiques, politiques d'éducation. Imaginons que les profs dans le canton de Fribourg soient moins bien payés que dans le canton de Lausanne. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une conférence intercantonale des directeurs par exemple, de l'instruction publique, qui vont se réunir et qui vont dire « Ah tiens,
Et ils vont regarder les bonnes pratiques en matière d'éducation, de police ou autre. Alors je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'on peut importer un modèle. C'est absolument stupide, mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques. L'expérimentation, elle ne doit pas être verticale. Ça n'a aucun sens de faire de l'expérimentation verticale, sauf à vouloir homogénéiser, ce qui est stupide. Donc vous arrivez à une situation qui est complètement... Vous faites de l'expérimentation, vous harmonisez, ça vient du haut, et ce n'est pas du tout ce qui doit être fait. Vous pouvez avoir une diffusion des bonnes pratiques au niveau horizontal. Merci. Nous enchaînons avec Madame Paty, Sonia. Ok, je vais faire très vite. Indépendance financière et décentralisation. Pour moi, l'indépendance financière, c'est une condition nécessaire à une bonne décentralisation. Donc, il faut redonner de l'autonomie financière aux collectivités territoriales. Merci, très clair. Je vous laisse enchaîner, Madame Arrigui. Eh bien, alors je pars de ce qui vient d'être dit. Et moi, je pense que la phase ultime de cette idée, pour faire la synthèse entre les deux précédents intervenants, c'est le fédéralisme. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où le jacobinisme tel qu'il est conçu en France n'a plus sa place, qu'il faut ouvrir la possibilité de l'expérimentation et qu'il n'y a que dans le cadre d'un État fédéral que ces possibilités seraient ouvertes et puissent être ouvertes, à la fois sur évidemment la question fiscale, mais qui n'est que en fait la conséquence des politiques publiques que l'on souhaite conduire, mais également sur plein d'autres sujets. Et donc, ce qui nous manque, nous, en France, avec la décentralisation, c'est un acte inabouti, puisque les collectivités n'ont aucune capacité réglementaire. Et ce qui fait qu'elles sont soumises, et on le voit bien aujourd'hui, à toutes les décisions qui sont prises par l'État sur quelques sujets que ce soit. Et dans la mesure où elles sont en plus contraintes financièrement, leurs compétences qui n'étaient pas des compétences obligatoires lorsqu'elles ont voulu un peu les déployer, aujourd'hui elles sont obligées de revenir en arrière parce qu'elles n'ont plus les moyens de les assumer. Et donc vive le fédéralisme. Merci. Moi, je ne dirais pas vive le fédéralisme parce que je n'y suis pas favorable. Je pense qu'il y a eu des actes de décentralisation forts qui ont été portés d'ailleurs par François Mitterrand et le gouvernement Mauroy et qui se sont arrêtés en chemin. Et donc on peut très bien, dans un État centralisé, jacobin, décider de donner de l'autonomie, une vraie autonomie aux collectivités. C'est une question de détermination, une question de volonté politique. Ce n'est pas une question de fédéralisme ou pas. C'est soit le pouvoir national, le Parlement s'empare de ce sujet et décide de donner une véritable autonomie avec une intention claire, ne pas essayer par des moyens détournés de revenir dessus. Parce qu'on nous a donné effectivement cette autonomie. Mais on revient dessus avec des outils fiscaux, avec une petite réglementation par-ci, par-là. Et puis, je suis favorable bien sûr à l'expérimentation, mais que cette expérimentation, comme je l'évoquais tout à l'heure en début de mon propos, laissons-nous faire dans nos territoires. Si nous voulons investir dans une société, laissons-nous faire. Les élus sont responsables, ils assument ces responsabilités. Ce n'est pas plus compliqué d'investir dans une société qui peut demain devenir, ça serait exceptionnel, une licorne, pas plus compliqué que d'investir en faisant donc un équipement routier ou un équipement administratif de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Le risque n'est pas plus important. Faites confiance aux élus locaux. Et donc, je pense que nous aurons à ce moment-là des collectivités plus dynamiques. Après, juste un mot sur le fédéralisme. Attention, parce que vous avez aussi géographiquement des territoires qui ne sont pas sur les mêmes niveaux. Et si demain vous avez... c'est un peu déjà le cas de nos régions. On a des régions qui sont plus ou moins riches. Si vous donnez tout le pouvoir à nos deux régions riches, Paris et puis la région donc Auvergne-Rhône-Alpes, et puis attention, parce que vous avez des régions qui sont beaucoup moins riches, eh ben, ce n'est pas pour autant qu'elles auront le pouvoir, qu'elles auront les moyens de se développer. Il nous reste 2 minutes parce que vous avez été tous très sages. Donc, Madame Arrigui, si je vous voyais réagir et presque avoir envie de reprendre le micro. Le fédéralisme ne signifie pas que l'État national soit faible. L'État, lui, fixe les lignes, fixe l'avenir, fixe les orientations. Et les collectivités, justement, ça répond complètement à votre préoccupation, sont ensuite libres
à la fois réglementairement, à la fois en expérimentation et à la fois en levier fiscal, de mettre en œuvre et de prendre des initiatives. On n'est pas avec l'idée de plusieurs pays dans un même pays. Le fédéralisme, ce n'est pas du tout ça. Et je pense que c'est particulièrement adapté à la situation actuelle et à l'envie qui est dans les territoires, et on le voit avec tous les projets qui émergent dans les territoires, à l'envie d'expérimenter, à l'envie de faire qui émergent dans les territoires. Et donc moi, pour en conclure, si l'on peut dire, par rapport à la proposition que j'ai faite, si je peux identifier vraiment un sujet sur lequel nous devons progresser collectivement, c'est celle de construire une gouvernance partagée. Une gouvernance partagée dans le dispositif tel que nous le connaissons aujourd'hui, où l'État fait confiance à ces territoires et ne leur grignote pas au fur et à mesure leurs capacités, ou plus exactement une gouvernance partagée pour construire un avenir qui ne peut passer, de mon point de vue, que dans une démocratie mature, et une démocratie mature qui ne peut s'accompagner que d'une initiative qui soit prise à tous les niveaux et citoyens et de collectivités, et ça s'appelle le fédéralisme. Merci beaucoup à tous. Et même si il peut y avoir des désaccords sur les mots, on voit qu'en tout cas, il n'y a pas complet désaccord sur plein de mesures pratiques et sur plein de sujets concrets sur lesquels on a parlé. Donc merci à tous. Et à bientôt aux Journées de l'économie.